folklore sartois, ça peut suffire hein, pour mettre de l'ambiance. Eh bien, je dirais qu'il y a trois manières de faire de la philosophie avec les jeunes. Soit on cherche à développer leur esprit critique, on dialogue avec eux, on questionne, on problématise, on leur donne une autonomie intellectuelle, une indépendance réflexive. C'est ce que l'on voit chez Frédéric Lenoir ou Michel Sasseville, par exemple. Soit on propose aux enfants des supports à partir desquels ils vont questionner, problématiser, interroger. Ce sont généralement des textes de différentes natures. On retiendra les contes philosophiques de Matthew Lipman, les mythes platoniciens chez Michel Tozzi ou encore l'exposé de pensées philosophiques comme le font les éditions Les Petits Platons, et je pense en particulier au volume sur Jean-Jacques Rousseau préparé par Edwige Chirouter. Ces deux principales voies peuvent poser, à mon sens, problème. La première voie est en quelque sorte grevée par une sorte de paradoxe. Lorsqu'on lit les comptes rendus des ateliers philosophiques fondés sur la parole libre des enfants, on peut être pris par deux sentiments. Alors le premier sentiment, la première émotion, c'est l'étonnement devant la spontanéité et la capacité à formuler des idées générales des enfants, même en bas âge, des enfants de 6-7 ans. Et incontestablement, on se dit que la démarche socratique connaît une réelle efficacité. Les théoriciens, les praticiens, les pédagogues insistent bien sur le silence ambiental qui doit se faire pour ces séances en question. Hein. Le maître doit se taire, l'instituteur doit s'effacer pour que se lève la présence philosophique. Frédéric Lenoir dit il recommande, il dit donner le moins possible son point de vue personnel. Mais d'un autre côté, c'est la seconde émotion que je ressens, on peut être déçu devant la platitude des idées avancées. Alors j'ai conscience que c'est un peu violent, mais il n'y a pas d'enfants dans la salle. Et justement, je reviens sur ce terme, leur grande généralité. À quoi bon alors développer l'individualité cognitive des enfants si c'est pour qu'ils produisent des lieux communs, ceux du troupeau? Pour mémoire, puisqu'on a évoqué Socrate, je vous rappelle qu'il était lui-même foncièrement opposé à une philosophie enfantine. C'est tout l'objet du préambule d'Alcibiade, où Socrate dit qu'il a longuement suivi, observé Alcibiade adolescent en attendant le moment où il sera mûr, le moment post-adolescence, où il sera mûr pour dialoguer avec lui. Alors je reformule le paradoxe, une démarche problématique et autonomisante, individuante intellectuellement, mène les jeunes à produire les idées les plus préconçues et les plus communes. C'est pourquoi peut-être une troisième démarche a vu le jour qui consiste à mêler les deux premières. On laisse les enfants problématiser, questionner de manière libre et autonome, mais on leur présente des supports pour consolider leur démarche, des éléments étrangers à leur pensée, des textes, des références, des exemples qui sont censés motiver, qui sont censés orienter leur travail problématique. Lenoir dit apporter un éclairage notionnel. Le problème de cette dernière démarche, et pourtant est encore évident, dans quelle mesure ces éléments étrangers ne polluent-ils pas l'autonomie cognitive des petits-enfants? Ainsi, Frédéric Lenoir n'hésite-t-il pas à comparer des formulations enfantines à des philosophèmes dans l'Antiquité, venant de Sénèque ou de Marc Aurèle, en les ajustant, en les comparant, en les livrant à la réflexion des jeunes enfants? Deux questions simples se posent alors à partir de ces trois méthodes. Première question, peut-on philosopher ex nihilo, par génération spontanée, je dirais par parthénogénèse? Deuxième question, peut-on philosopher au sens propre du terme, c'est-à-dire développer une pensée autonome, une pensée conceptuelle libre, en partant de valeurs étrangères, ou en s'appuyant sur elles, la littérature, des citations, des histoires? À mon tour de faire la gamine, c'est-à-dire de poser des questions sans détour, sans peur de fâcher ou de froisser, parce que grosso modo, tout ce que je viens de dire peut froisser ou fâcher. Hein, cette idée que les enfants s'orientent malgré eux vers des poncifs, des lieux communs, ou encore cette idée que la tradition philosophique a une trace problématique. Et cette autre idée qu'on ne saurait faire toutefois l'impasse de la lecture des philosophes. Tout cela m'oriente vers une nouvelle interrogation et m'amène à Nietzsche. Parce que quand on parle de philosophie avec les enfants, je pense tout de suite à Nietzsche et à Zarathustra, qui, pour passer son message, rappelez-vous, s'est faite enfant.
On pense aussi à la troisième métamorphose de l'esprit qui fait de l'enfant le zéphyr de la renaissance de l'homme après qu'il a été chameau puis lion. Il y a donc pour Nietzsche une vertu de l'enfance. Ce n'est pas son innocence qui est un mot trop connoté moralement, mais c'est plutôt le désert de sa pensée. Pas de construction qui ait précédé cette pensée, même pas des ruines ou des vestiges. Une pensée vierge absolument sans préjugés, sans préconception. Mais cet enfant existe-t-il? J'imagine Nietzsche lisant Frédéric Lenoir. J'imagine son étonnement. Car on peut remarquer que la philosophie enfantine qui émerge de Lenoir, et on aurait peut-être les mêmes remarques sur Lippmann, et je me demande si ces remarques ne portent pas sur toute la philosophie avec les enfants, est extrêmement portée vers la réflexion morale. Le bonheur, l'argent, l'amour, les amis, les autres, la vérité, pas la vérité au sens général, mais au sens de contraire du mensonge. Tenir parole, être poli plutôt que méchant, la peur, l'autorité. Je prendrai un exemple que je trouve dans l'ouvrage de Frédéric Lenoir, Philosopher et méditer avec les enfants. À la page 76, Marie produit une sentence, je cite. « Le bonheur, c'est une joie partagée avec les autres. » Ça ressemble à de la philosophie, voire le c'est qui est conceptuel. Mais ça manque d'arguments, peu importe. Ce qui m'intéresse, c'est la réplique de Lenoir. « C'est très beau ce que tu dis », dit-il à Marie. Alors je ne dis rien du prénom de la petite fille, on pourrait. Je m'interroge. C'est quoi ce beau? Est-ce la beauté du raisonnement? Non, je vous l'ai dit, on est vraiment dans la sentence. La petite Marie produit une sentence. Le beau ici, à mon sens, a une double signification. C'est beau parce que c'est généreux. Il s'agit d'une beauté morale qui porte au respect de l'autre. Marie, tu penses de manière belle, parce que tu es morale, semble dire Lenoir. Mais il y a un autre sens. C'est beau parce que c'est désirable. Comme dans Alcibiade de Platon, où il est dit que le courage est beau, parce que tout le monde désirerait le posséder, mais ne le possède pas. À moins de se sacrifier, de se dépasser, de se transcender, Marie ne dit pas ce qu'est le bonheur, mais ce qu'il devrait être. Marie ne philosophe pas, elle moralise. Dit autrement, les questionnements de la philosophie enfantine sont déjà embourbés dans le plus grand préjugé philosophique qui soit, selon Nietzsche, la morale. Alors sans doute pas tous les questionnements, et nous ne sommes pas tous dans les ateliers de Frédéric Lenoir, mais le fait que la morale se glisse de manière si subreptice ici ne cesse de m'étonner. Et troisième remarque nietzschéenne, si je peux me permettre, j'enfonce le clou. Puisqu'on est en droit d'apporter des piliers philosophiques pour soutenir les conceptualisations des enfants, leur liberté conceptuelle, alors n'hésitons pas à faire appel à Nietzsche. Nietzsche lui-même. Après tout, Lenoir fait appel à Épicure ou à Aristote. Nietzsche soutiendrait-il la philosophie enfantine? Est-ce qu'il aiderait les enfants à penser? Le problème, cette fois, est d'une autre nature. Il y a bien sûr des philosophes qui sont inadaptés à l'enfance. Le problème, cette fois-ci, est très différent. Non pas parce que les mots sont compliqués, je pense que faire lire la critique de la raison pure peut poser problème. Heidegger également me semble inaccessible pour les enfants, ou Husserl, parce que tout simplement, ils n'ont pas, les enfants, les compétences encyclopédiques, au sens où Umberto Eco les appelait, pour désigner les compétences de l'enfant. Il y a donc une certaine incommensurabilité d'une certaine philosophie et de l'esprit d'enfance, c'est évident, et ça ne pose pas de problème. Mais avec Nietzsche, c'est un autre problème qui se pose, c'est une autre inadéquation qui apparaît. Ce n'est pas la difficulté qui fait écueil, c'est la nature même de sa pensée. Nietzsche le disait lui-même dans sa correspondance, « Ma philosophie n'est pas pour les jeunes gens ». Prenons à nouveau un exemple. On s'interroge, comme Lenoir, comme d'autres, sur la politesse, sur sa vertu, sa valeur, sa fonction. Et plutôt que de s'appuyer sur Marc Aurèle ou Sénèque, on s'appuie sur Nietzsche, pourquoi pas. Et la philosophie de la politesse chez Nietzsche a une nature particulière. Elle est plutôt décapante. La politesse, nous dit-il, est l'acte premier de la morale, au sens généalogique et chronologique. C'est l'acte par lequel la morale entre dans l'esprit des enfants. Mais il montre aussi qu'elle est une posture cruelle. L'enfant doit être poli, non parce qu'il le faut ou parce qu'il le doit, mais parce qu'il doit sacrifier
ses désirs, il doit renier son ego, se sacrifier aux autres, adopter la morale de l'esclave. Et la preuve que la morale est une domestication de l'individualité, eh bien, c'est qu'elle fonctionne par dressage. Nietzsche explique que si l'enfant dit merci, ce n'est pas parce qu'il respecte l'autre, mais c'est parce qu'on lui a promis un éclair au chocolat. Du moins au début. Et de la même manière, on s'adresse aux chiens et aux singes. Donc le respect de l'autre n'est pas respectueux ou moral, mais est le produit d'un geste de dompteur. L'enfant n'est poli que parce qu'il veut sa récompense. Le centre de la politesse est dans le corps, le désir et l'envie. Pour Nietzsche, la politesse est impolie, elle est un geste dans son fond, dans son origine, détestable. Il est de la politesse comme de la vertu, elle sert aux autres, elle sert les autres, elle est au service du troupeau, elle n'est pas au service du moi. Et enfin, elle est le signe que la morale et son vice de forme vitale s'enfantent chez l'enfant dans la politesse. Conclusion, il faut savoir être méchant pour être un homme digne de ce nom, pour être un enfant digne de ce nom. Il faut savoir être cruel, c'est-à-dire sacrifier l'autre sur l'autel de la volonté de puissance. Soyez égoïstes, dirait Nietzsche, car c'est la seule manière d'échapper à la domestication de la morale et de la politesse. Ne pas dire bonjour à la dame, ne pas tenir ses promesses, mentir plutôt qu'avouer, ne pas remercier, blesser si c'est nécessaire, passer devant les autres. Comment dire cela aux enfants? Ne sommes-nous pas là à la limite de la philosophie mineure? Et surtout, cette limite n'interroge-t-elle pas l'ensemble de cette philosophie? Que vaut une philosophie qui vise à développer l'esprit critique dans les limites qu'elle n'interroge pas? Ne risque-t-on pas d'errer dans les lieux communs du troupeau, comme la morale à la petite semaine, et de se leurrer? Question nietzschéenne, faire croire à l'enfant que la morale est le fruit d'une réflexion autonome, du moins déontologique, pré-philosophique, n'est-ce pas là un chef-d'œuvre de duplicité? On comprend pourquoi Nietzsche ne destine pas sa philosophie aux jeunes gens. Si nous revenons aux 3 métamorphoses de l'esprit, eh bien la philosophie enfantine est restée au stade du chameau, je vous rassure, on est tous restés au stade du chameau, et il le revendique même. Et le raisonnement vaut par défaut, si on ne peut pas lire Nietzsche aux enfants, alors tout autre choix se voit en quelque sorte délégitimé, et donc le geste des encadrants philosophiques orientés et orientants. Quid de la liberté critique alors? J'ai conscience que ces interrogations sont brutes, brutales et mal polies, au sens de non polissées, qu'elles tombent ici comme un coup de marteau dans une cristallerie. Mais n'est-ce pas le propre d'un laboratoire de recherche, y compris en sciences humaines, que de provoquer ces réactions? Les 3 lames du laboratoire de langue, littérature et linguistique des universités d'Angers et du Maine que j'ai l'honneur de diriger sont un peu comme les coups de marteau que Nietzsche aimait asséner ici et là. Et nous nous appuyons aussi sur l'expertise du CREN, Centre de recherche en éducation de Nantes, que je remercie et qui est représenté par Edwige Chirouter, qui a organisé donc ce colloque avec moi, que je remercie aussi et à qui je rends la parole. Je vous remercie.